Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vous propose une leçon de la formation ornitho. À la place d'aller observer, j'ai eu une mauvaise météo et les conditions de voyage, disons, sont défavorables. Je sais pas, j'ai des problèmes avec mon vélo, j'ai des soucis pour réserver, je ne trouve pas les partenaires, enfin bref. L'état de Campeche où je me trouve en ce moment, donc toujours au Mexique, ne me réussit pas trop. Il y a pourtant beaucoup d'oiseaux. La région où je suis, à Xpuril, c'est connu pour des ruines mayas, mais aussi pour un beau parc national. J'y reviendrai, on va dire ça comme ça. Donc je compte aller dans les montagnes, j'espère me reposer entre les guillemets en moi, c'est-à-dire rester au même endroit, où je pourrai donc avancer dans mes vidéos, éventuellement reprendre des leçons d'identification de la formation ornitho, et prendre un peu d'avance sur les pages avant une rentrée qui risque d'être mouvementée à différents points de vue et une fin d'année qui risque d'être compliquée. Concernant ces sujets, concernant la crise entre les guillemets, parce que c'est bien plus qu'une crise, vous savez que je publie des vidéos puisque vous êtes très nombreux à les regarder bien plus que mes leçons de formation ornitho. Mais je les continue quand même. Je sais qu'il y a quelques passionnés qui suivent. Et puis si ça ne me sert pas maintenant, ça me servira dans le futur. Ce sont des sujets tout à fait passionnants. Et la leçon précédente sur la niche écologique vous expliquait simplement ce concept et quelques mots associés comme habitat, biotope, etc. Bon, j'ai dit dans cette vidéo que deux animaux ne pouvaient pas cohabiter dans la même niche écologique. C'était impossible. Et en réalité, c'est vrai, c'est le concept même, sauf qu'il y a nécessairement des exceptions. Mais des exceptions très particulières. Je l'ai proposé en exercice, mais en réalité, il n'y a personne qui a trouvé la bonne réponse complète. Je fais un petit clin d'œil à Jérôme qui a bien cherché, qui a dit des choses très intéressantes. Il était presque au niveau de la réponse au moment où je tourne cette vidéo. Il l'aura peut-être complété plus tard. Sinon, personne n'a trouvé la bonne réponse. Mais en fait, le problème, c'est que si je donne trop d'informations dans la question, la réponse s'y retrouvera. Et si j'en donne pas, les gens ne comprennent pas bien la question, tellement la réponse paraît évidente. En réalité, elle n'est pas tant que ça. En effet, quand je dis deux animaux, je pensais à deux individus. Mais il y a quand même des exceptions, c'est quand ces deux individus forment un couple et se reproduisent. Le mâle et la femelle de la même espèce, en général, mais même pas toujours, occupent la même niche écologique. Oui, il faut bien pour se reproduire. Sauf que c'est très difficile de cohabiter dans la même niche écologique. Et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, il y a des oiseaux qui varient entre le mâle et la femelle de nourriture. Parce que s'ils ont une nourriture différente, c'est une niche écologique différente et ça leur permet de cohabiter. Plus la nourriture est limitée, plus c'est nécessaire d'éviter la concurrence. C'est facile à comprendre. En exemple type, c'est un super prédateur. On dit super prédateur parce qu'il peut consommer des prédateurs et donc il est au niveau d'un consommateur tertiaire. Donc vous avez ceux qui mangent les plantes c'est eux qui produisent la matière organique, on les appelle les consommateurs primaires, les plantes on les appelle les producteurs, et puis ceux qui mangent les consommateurs primaires, ce sont des consommateurs secondaires, ce sont des prédateurs, mais ceux qui sont capables de manger les prédateurs, ils ne mangent pas que ça évidemment, sont des prédateurs tertiaires ou super prédateurs. Il n'y a pas de niveau au-dessus, il n'y a pas de prédateurs qui mangent des prédateurs qui mangent des prédateurs. Bon, je ne dis pas que ça peut jamais arriver qu'un super prédateur se fasse manger, mais enfin c'est vraiment exceptionnel. Et ça ne représente pas une source de nourriture significative, donc ça n'a pas d'importance dans la pyramide alimentaire. Donc le super prédateur est au sommet de la pyramide alimentaire. Et donc la nourriture est rare, plus on monte dans la pyramide, c'est pour ça qu'elle a une forme de pyramide, plus la nourriture est rare. Et donc il faut éviter la concurrence, et c'est pour ça que beaucoup de gros prédateurs ont une grosse différence de taille entre le mâle et la femelle. C'est souvent chez les oiseaux qui mangent d'autres oiseaux, comme les faucons et l'autour des palombes, c'est la femelle qui est beaucoup plus grosse. Et donc elle mange des proies plus grosses que le mâle, et donc il n'y a pas trop de concurrence entre les deux. Mais ça, c'est un cas relativement spécial. Il y a plein de petits oiseaux, y compris très territoriaux, comme le rouge-gorge familier qui est bien connu, ou le pinson des arbres, où le mâle et la femelle ont la même taille, ils mangent la même chose, donc ils se concurrencent, ils sont dans la même niche écologique. Mais pour accepter cette concurrence, il y a un truc, c'est la parade nuptiale. C'est pour ça que c'est si important, ce sont des gestes stéréotypés qui peuvent paraître superficiels quand on observe les oiseaux, mais en fait c'est crucial. Et s'il n'y a pas cette acceptation qui forme presque une fusion de couple, c'est très fusionnel finalement chez les oiseaux, si on veut. Et donc,
pour accepter cette situation, eh bien, il y a la parade nuptiale. Et sans parade nuptiale, ça ne peut pas arriver. Donc, l'exception dont je parlais dans la leçon précédente, c'était le mâle et la femelle de la même espèce qui doivent cohabiter dans la même niche écologique pour pouvoir se reproduire. Précisant donc que ce n'est pas le cas de tous les oiseaux, puisque certains oiseaux varient de niche écologique pour pouvoir cohabiter. Il n'y a pas que les superprédateurs. Chez les fuligules, par exemple, il y a certaines espèces où le mâle est plus spécialisé dans les mollusques d'eau douce et la femelle va plutôt manger de la végétation, parce que quand elle va pêcher les mollusques d'eau douce, les mâles les chassent. Tout simplement. Donc, vous voyez, ce n'est pas que les superprédateurs. Bon. Ceci dit, il y a encore une autre situation exceptionnelle, qui n'est pas si rare, mais qui n'est pas la norme, et c'est dans ce sens-là que j'utilise le mot exceptionnel, ce sont les colonies. Alors, dans les colonies, beaucoup d'individus, ils nichent dans la même colonie, ils mangent la même chose, ils pêchent ou ils chassent au même endroit. Je dis ils pêchent en premier parce que souvent, on a des oiseaux aquatiques coloniaux. Ils cohabitent dans la même niche écologique, clairement. Alors, on va comprendre ici, pendant cette vidéo, comment c'est possible et pourquoi faire cet effort de cohabitation, alors qu'en général, on a plutôt tendance à défendre notre territoire et notre ressource par rapport aux concurrents. Et là, on collabore. Mais il y a une raison. Et je vois avec regret que, comme souvent, la presse grand public se trompe. J'ai vu sur Wikipédia, par exemple, et d'autres sources grand public, mais même des publications de la LPO qui disent qu'on se rassemble en colonie, par exemple, pour se défendre des prédateurs. C'est faux. C'est tout à fait faux. Alors, on peut étudier la question et se demander, a-t-on plus de chances ou moins de chances d'être tué par un prédateur quand on est qu'en colonie? Ça peut être intéressant. Ce n'est pas la raison qui pousse les oiseaux à faire des colonies. C'est pas ça. Le problème, c'est, comme souvent, la ressource. La ressource, donc, concrètement, la nourriture, mais ce n'est pas que la nourriture. Donc, pour parler grand public, si je dois expliquer à quoi servent les colonies, pourquoi les oiseaux font des colonies, eh bien, je dirais, c'est simple, la nourriture est concentrée en endroit, donc un individu ou en couple ne peut pas la défendre, parce qu'il y aurait trop de concurrents qui viendraient tenter d'exploiter cette ressource, et donc, on collabore et on fait une colonie. Ça, c'est la version facile, grand public. Imaginez en étang qu'il y a plein de poissons, il est évident qu'un héron ne peut pas défendre l'étang pour lui tout seul, surtout s'il n'y a pas d'étang ailleurs, parce que les autres hérons, alors ils vont aller chasser où? Donc tous les hérons de la région vont tenter de pêcher dans le même étang, et un héron tout seul ne pourra donc pas protéger son territoire. Donc il faut collaborer. Voilà, ça c'est la version très simple grand public. Si je veux être un peu plus scientifique, je dirais que, comme il y a des ressources, pas nécessairement de la nourriture, c'est la nuance avec la version grand public, qui sont réparties donc de façon irrégulière, eh bien on ne peut pas faire des territoires et se partager ainsi la ressource de couple à couple. Vous voyez, ça peut être le cas par exemple pour les nids. Imaginez des martinets. Les martinets, ils mangent des insectes dans le ciel, ils n'ont pas besoin de défendre leur territoire. Il y a plein d'insectes dans le ciel, sauf quand l'homme, évidemment, les fait disparaître avec des insecticides. Mais sinon, il y a assez d'insectes pour tous les martinets, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas assez de nids pour les martinets. Parce que si chaque martinet devait défendre 500 mètres carrés de territoire, il aurait assez d'insectes sur son territoire pour manger, mais il ne trouverait pas nécessairement de nids. Alors que sur une belle falaise, il y a potentiellement des places pour 500 nids. Donc, qu'est-ce que font les martinets? Eh bien, ils se mettent ensemble sur la même falaise. Et comme de toute façon, à ce moment-là, chacun a son nid et qu'il y a plein de nourriture, il n'y a pas de difficulté. Ceci dit, il arrive que les martinets se battent pour les nids quand il n'y en a pas assez. Donc, il faut bien comprendre, les ressources dans la nature sont soit limitées, soit mal réparties. Et donc, il peut y avoir une concurrence pour cette ressource. Mais pour qu'un maximum d'individus en profitent, eh bien, on fait une colonie. C'est intéressant pour l'espèce et intéressant pour l'écosystème. Donc, reprenons une situation toute simple. Vous prenez des rouges-gorges, chacun défend son petit territoire, et sur son petit territoire, il y a de quoi manger. Pas de problème, pas besoin de faire de colonie. Mais si c'était toute la nourriture sur un territoire et pas sur le territoire des voisins, ça n'irait pas. Ça, je pense que tout le monde comprend bien. Pareil pour
Les nids, chez les oiseaux, c'est presque toujours la nourriture et les nids. Et ça peut être l'eau aussi. Quand on est dans le désert, par exemple les gangas. Les gangas vivent dans le désert où il n'y a pas d'eau. Enfin, certaines espèces. Et pourquoi? Parce qu'ils peuvent aller chercher l'eau loin. C'est les seuls oiseaux capables de transporter de l'eau sur des dizaines de kilomètres. J'explique ça dans la fiche sur le ganga, je ne sais plus lequel, à face noire, je crois. Je vous mettrai le lien. Mais donc, les gangas ne peuvent pas dépendre le point d'eau, puisque tous les gangas ont besoin de ce point d'eau. Donc ils vont dans le désert, ils ont leur petit territoire autour du nid qu'ils défendent, mais au niveau de l'eau, ils ne peuvent pas défendre de territoire parce qu'il y a trop d'individus qui en ont besoin et aucun couple, aucun individu serait capable de le défendre. Par contre, une colonie peut défendre sa ressource. Et ça, c'est vraiment le point très important. Que ce soit de l'eau, des nids ou de la nourriture, les ressources sont limitées, toujours. Donc il faut des mécanismes pour ne pas les surexploiter et se retrouver en situation de famine, quand on parle de nourriture, ou bien sûr de sécheresse quand on parle d'eau, etc. Bon, en général, quand il y a un point d'eau, ce n'est pas les oiseaux qui vont les vider. Mais par contre, la nourriture, il ne faut pas trop exploiter. Il faut être raisonnable. Et comme je l'explique souvent, les prédateurs ne font jamais diminuer leur nourriture, ce serait se tirer une balle dans le pied. Je parle souvent dans ces exemples de prédateurs carnivores qui mangent des animaux terrestres. Mais c'est tout à fait valable pour les pêcheurs aussi. Et quand on parle de colonies, on parle souvent d'oiseaux pêcheurs. Parce qu'évidemment, les poissons sont très mal répartis. Ou alors, c'est dans la mer. Alors là, les poissons sont bien répartis, mais c'est les sites de nidification qui posent problème. Il faut tous se mettre sur les mêmes îlots, puisqu'on ne peut pas mettre son nid sur la mer, évidemment. Vous voyez? Donc c'est l'un ou l'autre. On est obligé de se partager, on fait des colonies. Et comment est-ce que les colonies vont permettre la régulation de la prédation, qui n'est pas de la surpopulation? Eh bien, c'est ça tout le point crucial des colonies, c'est qu'il y a une organisation sociale. S'il n'y a pas d'organisation sociale dans une colonie, elle ne sert à rien. Dans une organisation sociale, il y a donc des classes supérieures et des classes inférieures, et donc ça donne une idée de l'ordre dans lequel les oiseaux vont manger. Donc ceux qui sont dans les classes supérieures vont manger la meilleure nourriture, ils vont pouvoir pêcher dans les meilleures parties de l'étang, ils vont pouvoir manger plus que les autres. Et puis, s'il y en a un qui n'est pas d'accord et qui veut se battre, il aura tous les autres contre lui, puisque les autres veulent faire respecter l'organisation sociale. Et donc ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que qu'est-ce qui se passe? Imaginez une colonie qui est équilibrée par rapport à sa nourriture. Elle produit des jeunes. Les jeunes, la majorité en tout cas, sont donc de classe inférieure. On ne monte pas dans la hiérarchie comme ça, sauf éventuellement, évidemment, si on est la descendance du chef, quand il y a un chef, ou d'une classe supérieure. Mais donc la majorité est de classe inférieure. Donc, jeunes, inexpérimentés, classe inférieure, ils vont trouver de la nourriture que si on leur en laisse. Mais si l'étang n'a pas assez de nourriture, ils n'auront pas grand-chose. Et donc, ils vont partir. Et c'est une bonne chose qu'ils partent, parce qu'ils vont aller enrichir d'autres colonies. Ils vont faire du brassage génétique. Il ne faut pas que les mêmes oiseaux restent pendant des milliers d'années, de descendance en descendance, dans la même colonie. Génétiquement, ce ne serait pas bon. Et si un oiseau, comme ça, errant parce qu'il a quitté sa colonie, où il n'y avait plus de ressources parce que la colonie exploitait déjà tout ce qui avait disponible, donc les oiseaux, souvent jeunes de classe inférieure, s'en vont, et il faut qu'ils trouvent une colonie où il y a de la place. Quand ils arrivent dans la colonie, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne va les laisser manger. Sauf si tout le monde a mangé, et que plus personne n'a faim. Alors il peut avoir les restes. Mais s'il y a des restes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ressources. Si après que tous les oiseaux de les colonies aient mangé, il y a des restes, c'est qu'il y a de la place. Et donc, le nouvel arrivant va pouvoir manger et s'introduire dans la colonie. Et si pas, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources, il faut aller voir ailleurs. Donc vous voyez, les colonies, en fait, ça marche très très bien. Mais ça n'a de sens que si la nourriture est mal répartie, c'est-à-dire concentrée à un endroit. Et si ce n'est pas la nourriture, c'est d'autres ressources, je l'ai dit, par exemple l'eau ou les sites de nidification. Donc quand vous lisez, par exemple, sur un site de la LPO, que faire des colonies est intéressant pour la sécurité, mais ça oblige à se déplacer plus pour de la nourriture, c'est faux. C'est une version, je ne sais pas où ils ont été sortir ça, mais c'est juste faux. Ça n'a pas de sens. Quand la nourriture est bien répartie, ce qui sera alors vrai, si les rouges-gorges faisaient des colonies,
Alors oui, c'est vrai, parce que tout autour du nid, tout serait mangé, donc il faudra aller chercher de plus en plus loin. Mais justement, c'est pour ça qu'ils ne font pas de colonies. Parce que ça n'a aucun intérêt. Quand la ressource est bien répartie, on ne fait pas de colonies. Alors c'est très rare qu'il y ait plusieurs facteurs limitants. Parce que statistiquement, ça n'aurait pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que si, comme les martinets, on est limité par les nids, alors il n'y a pas de problème de nourriture. Comme les oiseaux marins qui nichent sur des îlots, on est limité par l'espace pour pouvoir installer les colonies, justement, mais on n'est pas limité par la nourriture. Sauf quand l'humain bouleverse tout. Alors évidemment, quand il pêche tout et qu'il n'y a plus de poissons autour des colonies, alors là, il y a de nouveaux problèmes qui arrivent. Mais ce sont des situations exceptionnelles qui ne sont pas naturelles. En zone naturelle, il y a un facteur limitant, et ce facteur limitant va déterminer si les oiseaux vont s'installer en colonie ou pas. Quand on parle du nid, j'ai parlé ici des sites de nidification, comme par exemple les cavités nécessaires aux martinets pour s'installer, mais il peut avoir des ressources pour construire le nid, par exemple, de la boue pour les hirondelles. Il peut avoir une région avec 10 endroits où les hirondelles pourraient potentiellement faire des colonies, mais peut-être que 2 de ces endroits seulement ont de la boue à proximité qui permet aux hirondelles de construire leur nid. Dans ce cas-là, seuls ces 2 endroits seront utilisés. Cela me permet de terminer en vous parlant des nichoirs, puisque comme l'homme, sans y penser souvent, détruit les ressources de certains oiseaux, par exemple la boue, quand l'homme nettoie et bétonne une ville, il ne le fait pas pour détruire les hirondelles. Et il n'a jamais pensé, en faisant ça, qu'il empêcherait les hirondelles de nicher. Donc s'il n'y a plus de boue, c'est ennuyeux. Les hirondelles ne peuvent plus s'installer. Je parle des hirondelles qui construisent des nids, comme les hirondelles de fenêtre et les hirondelles rustiques, par exemple. Et donc, on peut compenser provisoirement avec des nichoirs. Donc je vous renvoie vers ma vidéo sur les nichoirs, qui prendra encore plus de sens quand vous aurez écouté celle-ci. Vous comprendrez encore mieux de quoi je parle. Mais je précise, vous pouvez mettre en nichoir pour compenser l'absence de boue, l'absence de cavité, mais ce n'est pas une solution à long terme, évidemment. C'est un petit pansement sur une blessure, provisoirement, en attendant que ça guérisse. Mais ça, je vous laisse voir dans la vidéo, donc, sur le nichoir. La leçon suivante sera un petit peu plus complexe, puisque je viens d'aborder une question de conservation avec les nichoirs, en lien avec les ressources, et je vais approfondir et faire la première leçon de la formation ornitho, qui traite donc de conservation des oiseaux. Je parle souvent de conservation de la nature, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais ici ce sera fait dans un cadre original, puisque ce sera dans la suite des leçons de la formation ornitho générale. Ce sera aussi l'occasion de rappeler la différence avec d'autres formations ornitho qui sont également en ligne. Voilà, je vous dis donc à très bientôt si le contexte de voyage et le matériel me permet de faire une vidéo rapidement. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité.